Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez une vie tout à fait ordinaire. Un travail, une famille, des amis, des projets, une routine parfois fatigante, parfois heureuse, mais une vie normale. C'était exactement la vie d'Amna. Amna était une jeune femme comme tant d'autres. Elle riait, elle travaillait, elle aimait, elle avançait. Rien ne la préparait à ce qui allait lui arriver. Rien ne pouvait lui faire imaginer que dans l'ombre, quelqu'un allait décider de détruire sa vie. Parce que parfois, le pire des cauchemars ne commence pas par un bruit étrange dans la nuit. Il commence par un regard, une phrase, une menace prononcée calmement, droit dans les yeux. Et lorsque cette personne lui a dit « Tu ne vivras plus jamais en paix », Amna n'a pas compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'une simple menace ou de paroles en l'air. C'était une promesse. À partir de ce jour-là, tout a basculé. Des événements inexplicables, des peurs qu'elle ne reconnaissait pas, des nuits sans sommeil, une sensation permanente d'être observée et une question qui allait bientôt la hanter. Jusqu'où un être humain peut-il aller pour détruire un autre être humain? Mais surtout, comment Amna va-t-elle réussir, mes cappuccino cappuccinettes, à récupérer sa vie? Comment va-t-elle faire face à cet ennemi qui a juré de la voir tomber? Jusqu'où devra-t-elle aller pour tenter de se sauver? Et lorsque l'on souffre autant, peut-on vraiment résister à l'envie de se venger? Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Amna. Une histoire si troublante, si marquante, si sombre qu'elle a changé sa vie à jamais. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez, mettez vos écouteurs et préparez-vous des petits pop-corn et plongez dans une histoire où la frontière entre la peur, la haine et la survie devient parfois impossible à distinguer. Car dans cette histoire, le plus terrifiant n'est peut-être pas ce que l'on ne voit pas. Le plus terrifiant, c'est de savoir qui se cache derrière ça. Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. Waouh, c'est quoi cette vibes? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah, 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 yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, ok, faut que je vous dise, j'ai le ventilateur à côté de moi. Je ne peux pas tourner sans avoir du vent dans ma gueule, car j'ai des LED à l'avant. En plus, vous avez vu, j'ai réfléchi. Je voulais dire, j'ai des LED à l'arrière, mais aussi à l'avant. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, au Koweït. On va faire la connaissance de Amna. A'oudou bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Et entre parenthèses, je voulais revenir sur l'histoire de Ibrahim et Othman. Je vous ai dit que cette histoire, c'était en 2026. Ça, c'est une que je vais vous sortir en Jordanie. Celle-là, c'était en 2016, celle de Ibrahim et Othman. Parce qu'après, je vous ai dit, ils sont restés 3 ans après. Ah. Mais voilà. On va mettre ça sur le compte de la canicule et vous avez été adorable parce que vous avez compris qu'il y a eu une erreur et tout. Mais voilà, je voulais quand même le notifier. Et quand cette histoire elle a commencé et elle va commencer avec elle, elle est seulement âgée de 21 ans. Elle dit qu'elle venait
tout juste de finir l'université. Elle avait beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Donc elle a dit, elle a eu de la chance. Très vite, elle a réussi à trouver un poste. Donc elle a dit, elle avait un bon salaire, tout se passait bien. Elle avait eu son permis, son père et son frère, ils lui ont offert une belle voiture. Franchement, elle a dit, elle avait une trop belle vie. Elle sortait quand elle voulait avec ses copines, shopping, resto, cinéma. Elle voyageait avec ses copines ou soit sa famille. Et donc elle a dit, ça faisait à peine quelques mois qu'elle avait commencé le travail, qu'un jour, un de ses cousins va venir demander sa main. Et directement, elle va pas oser, elle dit, donner son vrai avis. Elle était pas trop chaude, mais quand elle a vu, elle a dit, ses parents, ses frères et sœurs, toute la famille, l'autre côté de la famille du gars, qui est son cousin, voilà, être enthousiaste à cette idée. Elle s'est dit, vas-y, pourquoi pas, parce qu'elle avait déjà des sœurs à elle qui étaient mariées avec des cousins et tout. Donc là-bas, cousin, cousine, ça se fait. Donc elle a dit, vas-y, Amna nous dit quand même avec les préparatifs du mariage, avec toute l'ambiance qu'il y a autour, etc. Et le fait qu'elle parlait plus maintenant avec son cousin d'une manière où ils étaient en couple. Elle a dit petit à petit, elle a commencé en fait à développer des sentiments envers lui. Le mariage s'est bien passé, parti en voyage de noces, ils sont revenus, tout se passait bien jusqu'alors. Mais au bout de 3 ans, au bout d'un moment, le couple ne va plus s'entendre et ils vont décider les deux de divorcer. Donc elle dit, j'étais divorcée à l'âge de 24 ans. Elle dit quand même durant la période où ils étaient mariés, ils ont essayé d'avoir des enfants, ça n'a jamais fonctionné. Donc Amna, quand même, elle nous dit que ce divorce, il a été très impactant, très dur pour elle. Il n'y avait aucun de sa famille qui avait divorcé. Pour eux, le mariage, c'était une personne ad vitam aeternam. Elle dit donc, elle, à côté de ça, on lui disait, tu sais, c'est rien, t'es encore jeune, t'as 24 ans, il faudrait que t'essayes de refaire ta vie. Elle a dit, dès que quelqu'un lui disait ça, elle le bouffait. Ouais, laissez-moi tranquille, c'est bon, j'ai essayé une fois, je resterai toujours célibataire, patati, patata. C'était mort. C'était un sujet qu'il fallait pas aborder avec elle. Les années commençaient en fait à avancer les unes après les autres jusqu'à ce que soit arrivée en âge de 31 ans. Un jour, elle dit, elle arrive au travail et tout, et elle a une note sur son bureau disant qu'il allait avoir un monsieur qui allait venir, qui est comme un inspecteur, je ne saurais pas mieux vous expliquer. En gros, bah c'est elle qui allait gérer cette personne-là et tout, ce monsieur. À chaque fois qu'elle recevait, qu'elle gérait les inspecteurs, à chaque fois, en fait, ils avaient des bonnes notes. Ce monsieur arrive, bien sympathique, tout se passe bien, ils discutent concernant le taf et tout. En même temps, vous savez, quand vous parlez du travail, en même temps, elle fait des papiers, elle fait une note sur l'ordinateur, lui aussi, il prend des notes, il fait aussi quelque chose sur son ordinateur. Des fois, tu restes pas focus qu'à parler travail. Tu peux te mettre à parler, oui, aujourd'hui il fait beau, ah, vous avez un petit accent, vous venez d'où? Donc là, elle a ressenti un accent envers ce monsieur et le monsieur aussi a capté qu'ils avaient le même accent. Et quand ils ont commencé un peu à parler les deux, ils viennent des mêmes endroits, leur famille. À la fin, ils ont fini le travail, tout était bien fait. Le monsieur, il l'a remercié et il est parti, elle est retournée dans son bureau. Mais là, il va se passer quoi? Elle dit, le lendemain, elle arrive dans son bureau, elle s'installe, elle dit comme ça, au bout d'1 ou 2 heures, il y a un livreur qui se poste devant sa porte de bureau. Et le livreur, il a pas n'importe quoi dans les hands, dans les mains. Il a un bouquet ward, un bouquet de fleurs. Il y a une petite carte et il y a juste écrit Shukran ala ahsan al-ta'amul. Donc Amna l'a dit, ça lui a fait grave plaisir, mais ça lui a donné aussi un mal de tête, un mal de crâne parce qu'elle savait pas c'était de la part de qui. Donc là, les collègues de Amna, les nanas, genre les pouki comme moi, les bergaguettes, elles sont tous venues au bureau d'Amna. Mais nous les harcèlent le calward, mais nous, genre en gros c'est qui, ah t'es cachotière, oh je suis choquée, Amna wesh, t'as un mec, tu déclares pas. Elle était contente intérieurement, en même temps elle a été gênée parce qu'elle est timide. Bon maintenant, du jour où elle a reçu le bouquet de fleurs à aujourd'hui dans l'histoire de Amna, c'est passé 10 jours. Et pendant 10 jours, Mskina, dans sa tête, elle fait que de réfléchir, mais elle n'arrive pas à savoir qui, elle n'arrive pas à situer. Et donc, elle dit, le 10e jour, elle est dans son bureau, et là qui revient la voir, l'inspecteur, il avait des dossiers sous le bras, il faut qu'on revoie ça, Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle lui a fait tout ce qu'il fallait.
Et il est parti. Elle dit le lendemain, نفس bouquet الورد يوصلني. Le même bouquet de fleurs qu'elle avait reçu il y a fait maintenant 11 jours, elle reçoit le même. Et encore une fois, c'est ni signé, ni rien. Ses collègues, ils lui disent, bon, la première fois, ok, on peut dire. Mais là, Zama, tu sais toujours pas c'est qui. Cette personne, elle s'est pas déclarée. Zama, tu veux juste pas nous dire. T'as vu, nous, on partage quand c'est nous et tout. Donc, elle va rigoler. Elle va leur jurer. Wallah, je sais pas c'est qui. Je vous jure, je vous mens pas. Ils m'ont dit, non, c'est sûr, tu mens. C'est sûr que t'es en couple. C'est sûr que t'es un amoureux. Juste, tu veux pas déclarer. T'as peur de l'in, c'est-à-dire t'as peur de l'œil. Nanani. Elle a dit qu'elle. Elle a dit, moi, j'ai pas peur de ça. En plus, moi, j'y crois pas à toutes ces histoires-là et tout. Non, non, non. Si j'avais, je vous aurais dit. Mais là, franchement, je vous jure, je sais pas moi-même. Donc, elle dit encore pendant une semaine, j'avais mal à la tête à me demander, mais c'est qui m'envoie ces fleurs? Donc, elle dit au bout de cette semaine-là, qui de nouveau, mes cappuccinettes revient au bureau, l'inspecteur. Et donc là, elle s'est dit, non, là, il peut pas me dire que j'ai encore oublié quelque chose. J'ai tout fait. Donc, elle dit quand même, je reste professionnelle, je me lève, je l'accueille, il rentre dans mon bureau. Ça va, oui, ça va. Mais elle dit, cette fois-ci, elle voit qu'il a pas de dossier sous le bras, ni rien, quoi. Donc, elle dit, je me rassois et je l'invite donc aussi à s'asseoir. Et elle dit en même temps qu'elle descend pour reprendre sa chaise et avancer, se mettre comme ça à son bureau, oui, que puis-je pour vous? Il va la faire, c'est-à-dire il va la surprendre en lui disant, Aasha ajabach el bouquet ward. J'espère vraiment que les fleurs vous ont plu. Elle dit donc là, là, elle dit à partir de ce moment-là, j'étais choquée. Elle a levé sa tête comme ça, tac, elle a fini de s'asseoir, elle a dit, genre en gros c'est vous qui m'envoyez des fleurs depuis des semaines. Et là il lui a répondu, mais cappuccinettes, oui c'est moi. Si c'est pour le travail, vous n'avez pas à m'envoyer des fleurs et tout, c'est mon travail. Donc pour l'amener à ce qu'ils disent, si c'est pour le travail ou s'il y a quelque chose d'autre. Donc là, il va lui dire, oui, c'est parce que j'ai jamais vu une employée si professionnelle, vous m'avez bien accueilli, en plus je suis revenue, ça vous a pas saoulé ni énervé. Donc là, Amna rigole, elle dit, ouais, mais là, c'est mon travail, en fait, c'est mon pain. Donc c'est normal que je le travaille bien, quoi. Moi, je veux, à la fin du mois, quand on me donne mon salaire, genre en gros, je veux que ce soit de l'argent vraiment bien, de l'argent que j'ai mérité à la sueur de mon front. Maintenant, pour les prochaines fois, si vous avez besoin de quelque chose, sachez que c'est pas la peine de m'envoyer des fleurs par la suite, puisqu'en plus ça me gêne, mes collègues ils pensent que je leur cache des choses et tout, alors que moi je suis quelqu'un qui est très droite, très nichaine, je veux pas qu'on parlote, qu'on m'invente des vies et tout. Et il va lui dire, j'ai tout de même quelque chose, s'il vous plaît, un sujet que j'aimerais parler avec vous. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et là, il lui dit, ce que je veux vous dire, je ne peux pas vous le dire ici, genre sur votre lieu de travail. Amna, il faut pas rigoler avec elle, elle blague pas, quoi. Donc, quand il lui a parlé comme ça, dans la tête d'Amna, c'était, ah, attends, toi, t'as cru que tu m'avais offert 2-3 bouquets de fleurs, ça y est, t'allais m'endormir. Donc, elle lui dit, excuse-moi, mon frère, direct. Esmehli okhoy. Elle a mis direct le terme, mon frère. Genre, reste à ta place. Mais que ce soit en termes ni dans notre société, ni dans nos mœurs, ni dans nos coutumes, ni même dans notre religieusement parlant, elle dit entre parenthèses, même si on a tous eu des dates en secret, bref, elle a dit je voulais rester droite, lui montrer que oh, tu vas pas rigoler avec moi, tu vas pas me blaguer. Respect me please. Le monsieur, il a été un peu gêné, un peu cassé dans son élan. Il va lui dire, mais alors comment, ce que j'ai envie de vous dire, je peux vous le dire. Là, Amna, elle dit, mais là, on est dans nos bureaux, il y a que vous et moi. Si vous voulez parler, parlez là, genre, تكلم الحين, قاعدة أسمعك أنا. Et là, Amna, elle dit, il lui dit, الموضوع خاص, c'est-à-dire c'est un sujet privé. الموضوع جدي, un sujet vraiment important. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter sans spoil cette vidéo pour donner la visibilité et la force à la chaîne qui n'est pas que la mienne, qui est la nôtre, ok? J'étais en train de vous dire que Amna, quand elle a entendu modo khas fik, genre en gros, c'est un sujet qui te concerne toi, elle dit l'amane, genre en mode, quand même,
ça a titillé sa curiosité. Là, elle a dit, elle a un peu paniqué, elle pensait qu'elle avait fait une faute ou quelque chose. Donc elle a dit, mais j'ai fait quoi? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait? Il lui dit, non, juste t'inquiète. Si vous voulez pas qu'on se voit à l'extérieur, donnez-moi au moins votre numéro de téléphone pour que je puisse vous dire ça quand même pas ici. Donc Amna a dit, taraddat shway, je me suis quand même un peu demandé dans ma tête si je lui donne ou si je lui donne pas. Et j'étais trop curieuse de savoir c'est quoi qu'il voulait en fait le mec. Donc je vais finir par accepter et lui donner mon numéro de téléphone privé, pas le professionnel. Amna a dit, une fois qu'elle lui a donné le numéro de téléphone à l'inspecteur, il lui a dit merci, il était tout sourire. Et il a quitté le bureau, il est parti. Et Amna a dit, elle reste là, à se demander, à avoir des crampes au ventre. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire? Elle avait trop mal au ventre et toutes les 2 secondes, elle dit, je regardais mon téléphone, si je vérifiais s'il était bien à sonner, s'il était pas en ne pas déranger. Elle a dit, j'attendais juste qu'il m'appelle. Elle rentre, elle fait sa douche, elle se pose avec ses parents, elle dîne et elle monte à sa chambre. Elle dit, elle se met dans son lit, elle prend son téléphone, elle veut scroller un peu, parler un peu avec ses copines et s'endormir. Et là, elle dit, une notification, elle regarde comme ça, elle voit en haut de son téléphone, WhatsApp, Ya hala, ana flan. Coucou, c'est, on va dire, l'inspecteur. Dis donc là, à ce moment-là, je vais pas mentir, hein, j'ai ressenti des petits frissons, des petits papillons dans le ventre, mon téléphone, mes mains à trembler, je savais pas quoi répondre. Il y a eu plein de sentiments en elle qui se sont mélangés. Donc elle dit là, il appelle. Assalamu alaikum, elle répond alaykoum salam, kayfak, shlounak, comment tu vas, j'espère que tu vas bien. Elle lui dit alhamdulillah, khair, shlounal, c'est-à-dire comment va ta famille. Elle dit alhamdulillah, went, alhamdulillah, lui aussi lui répond. Il lui dit d'abord, je voulais te dire que je suis désolée, il a ahrajtch ma'al ward, c'est-à-dire si je t'ai gêné par rapport au bouquet de fleurs, que je t'ai envoyé ça sur le lieu de travail. Il lui dit, écoute, en vérité, ce bouquet de fleurs, je te l'envoie pour 2 raisons. Il lui dit, la première, bien évidemment, c'est par rapport à ton travail, ton professionnalisme, ta gentillesse, comment tu m'as accueilli, comment tu m'as parlé. Ça, c'est pour le côté professionnel, mais c'est aussi une manière pour moi, et c'est ça la deuxième raison, de te montrer qu'en gros, j'ai des sentiments envers toi. Tika tika tak, tika tika tak. Olé, olé. Et donc là, elle était choc bas. Elle s'y attendait pas du tout. Elle pensait vraiment que il lui envoyait les fleurs que vraiment pour son côté professionnel. Donc elle dit là, quand elle a entendu ce mot-là, genre qui lui déclare en gros sa flamme, elle a dit j'ai eu peur parce que j'ai vraiment mis de côté genre l'amour, aimer, avoir des sentiments pour quelqu'un de nouveau. Elle a dit c'était pas possible. Donc elle dit directement j'ai voulu faire celle qui n'avait pas compris ce qu'il a dit, genre en mode hein. Et là, lui, il a rigolé. Il lui dit, je suis sûr que t'as entendu et t'as compris ce que j'ai dit. Il lui dit, regarde, moi, je vais pas passer par 4 chemins. Moi, je suis quelqu'un qui veut venir, menel bab, qui veut venir par la porte demander ta main comme il se doit à ta famille, à tes parents et me marier with you, avec toi. Amna a dit, j'étais tellement choquée. On était presque minuit. Je suis là encore à 30 ans, j'ai trop peur que mes parents ils m'entendent. Au contraire, mes parents, s'ils savent que je parle avec quelqu'un, ils vont être trop contents. Mais moi, ça me gêne. Donc je suis là, je parle doucement. Et il continue en disant, Ana rajul, je suis un homme. Abi awakhdach. Abi adjawaz bik, je veux me marier avec toi. Donc là, quand j'ai bien compris l'information, que c'était pas un bug, que c'était pas une illusion, qu'il disait bien qu'il voulait se marier avec moi et tout, elle dit, j'étais tellement choquée, gênée, je savais plus quoi dire, je savais plus où me foutre, que en fait, elle s'est bel'atas, c'est-à-dire ma langue c'est comme si je l'avais avalée, j'arrivais plus à parler. Bon, je pense que t'es choqué, mais t'as pas coupé, donc tu peux encore m'écouter. Il dit voilà, moi la première chose que je veux dire, c'est que je suis un homme qui est marié. Et je suis un homme qui est marié, écoutez bien mes cappuccinos, cappuccinettes, qui est marié et qui a des enfants. Je veux te prendre en deuxième femme. Donc il lui dit comme religieusement parlant, je peux prendre une deuxième femme, etc. Quand je t'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Et il lui dit même avec la première, c'est-à-dire la mère des enfants, j'ai pas eu les sentiments que j'ai eu envers toi la première fois que je t'ai vu. Et elle a dit donc j'ai un peu enquêté à gauche à droite sur qui tu étais, sur qui ta famille elle était. Et masha'Allah, il y a rien à dire.
Je sais même que tu as été marié par le passé et divorcé. Comme je veux tellement venir, je veux tellement, en fait, en gros, me marier avec toi. Mais on m'a dit aussi que t'étais un peu, maintenant, dégoûté des mecs. J'ai dit, avant de venir demander ta main à ta famille, venir par la porte, comme je t'ai dit, je voulais d'abord voir avec toi. Il lui dit, si tu es d'accord, je parlerai donc à ma mère et à mes sœurs et à mes tantes pour qu'elles viennent demander ta main de manière officielle. À ce moment-là, Amna a dit, moi j'écoute, alors que moi je m'étais formatée maintenant à ce que les mecs jamais vont plus rentrer dans ma vie, je vais jamais être avec quelqu'un, je vais jamais me remarier et tout. Et il dit là, il m'emmène dans un tourbillon qui maintenant il m'a mitigé. Parce que vu comment il m'a parlé, vu comment il a agi, vu comment il était, elle a dit, c'est comme si je commençais à mêler vers lui, c'est-à-dire à accepter sans vouloir accepter. Maintenant, ça fait 6 ans. Elle dit, moi, dans ma tête, lui, il parle. Et moi, dans ma tête, ça fait 6 ans que j'ai divorcé. J'ai oublié c'est quoi vivre avec un homme. Alors que je les déteste. Mais lui, il a l'air quand même d'être bien. Et elle a dit, lui, il parle. Elle sait pas qu'est-ce qu'elle dit. C'est de sa tête. Ça tourne, skina. Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Dit, là, elle se demandait comment il a pu, en gros, tomber amoureux d'elle. Sorry. Une douleur. Sauf que là, elle a dit, il y a eu comme un truc qui lui a dit, accepte ce mariage. Et elle a dit tout de suite aussi, son cœur, il s'est ouvert à cet homme. Plus, déjà, elle a dit, mon cousin, je l'ai accepté plus pour la famille que j'en étais amoureuse, même si finalement j'avais fini par le temps par l'aimer. Là, elle a dit, c'était autre chose. Donc, directement, elle va lui dire, bon, vu que t'as demandé après moi, t'as enquêté sur moi, sur ma famille, donc tu sais où j'habite. Donc, si t'es vraiment honnête dans tes paroles et dans ta démarche, tu sais déjà mon adresse, tu sais j'habite où, et je vais te laisser le numéro de téléphone de ma mère pour que tu le donnes à la tienne et que les deux conviennent d'un jour pour que tu viennes demander ma main. Au final, pourquoi elle accepte ce mariage? C'est parce que avec le temps, en fait, toutes ses copines, elles étaient presque devenues toutes mamans. Et elle avait toujours eu cette argba. Elle avait toujours eu cette envie d'être mère, même avec son ex-mari. Ils avaient fait des pieds et des mains au niveau des traitements, au niveau des spécialistes, mais ça n'avait jamais rien donné. Et donc, elle a dit, là, c'était pour moi, j'étais en âge que si je le fais pas maintenant, après, ça va être plus compliqué. Là, j'ai l'occasion, j'ai à peine 30 ans, d'avoir des enfants. Et elle dit avec cette personne qui, je sais, elle a une situation qui est bien, qui a la crainte de Dieu, qui a l'air honnête dans sa démarche et tout. Et que mon cœur, on dirait, c'est-à-dire mon cœur, c'est comme s'il s'est ouvert à lui, subhanallah, je sais pas comment. Moi qui étais plus dur qu'une porte de prison. Elle dit là, ça a été un des sababs, c'est-à-dire une des raisons qui ont fait que j'ai accepté ce mariage, même si je savais qui a la première et que moi je serais la deuxième, pour moi il n'y avait pas de problème. Donc là, elle lui dit, comme je t'ai dit, je vais t'envoyer le numéro de ma mère, soit tu le donnes à ta mère, soit à une de tes sœurs pour qu'elle entre en contact avec ma mère. Donc elle dit, quand elle raccroche, elle a attendu genre comme ça 45 minutes, 1 heure, elle dit, pour montrer genre que si on veut, c'est juste pas facile, hein, avant de lui envoyer le numéro de téléphone. Elle dit donc, le 3e jour, la grande sœur de l'inspecteur, elle appelle, salam alaikum, alaikum salam, c'est-à-dire on est la famille Intel, ok, nous voulons venir pour demander la main de Amna, votre fille, pour notre frère et fils Intel, patati patata. Donc elle dit sa mère, c'était la plus heureuse à cet instant-là, tellement qu'elle voulait que Amna, elle se remarie et qu'elle ait des enfants. Et donc moi, jusqu'alors, j'ai fait l'innocente, celle qui n'était au courant de rien. Et j'ai entendu ma mère parler au téléphone et la manière dont elle était heureuse et tout, je savais, j'avais très bien compris avec qui elle parlait. Elle dit donc moi je suis partie dans ma chambre, très contente et tout. Elle dit là sa mère elle vient heureuse, ma fille, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Et donc elle a dit j'ai joué, non c'est pas vrai mais c'est qui? Donc elle était contente mais elle a dit quand même elle avait un peu de crainte et de peur pour cette histoire de deuxième femme. Elle dit donc, mes cappuccino, cappuccinette, sa mère, elle lui a dit, j'ai convenu avec eux le jour un tel, parce que je sais que c'est ton jour de repos. Arrive le jour J, elle s'est levée, elle s'est partie au spa, ensuite se coiffer, manicure, pédicure. Elle a pris une petite make-up artiste et elle est rentrée chez elle, elle s'est préparée. La belle famille, future belle famille, arrive. Elle dit quand est venu le moment qu'elle sorte pour qu'elle aille se présenter à elle,
comme c'était que les femmes, la mère, les sœurs et les tantes, quand ils l'ont vu, ils étaient choqués. Et elle dit, Amna, c'est pas pour, genre, faire la meuf ou quelque chose, mais alhamdoulilah, j'ai été gâtée par la nature. Physiquement parlant, mon visage et tout ça, alhamdoulilah, je suis très belle. Donc, elle a dit, ils lui ont fait un accueil chaleureux, ils ont parlé un peu. Ensuite, elle dit, la mère, elle demande à la mère du futur mari, puisque là, il leur avait dit, voilà, elle va être la deuxième, il a une première. Elle dit, ouais, mais c'est quoi le problème, en gros, pourquoi il veut se marier et prendre une deuxième? Il dit, ouais, voilà, en gros, il veut se marier parce qu'avec la première, c'est beaucoup de problèmes. Et elle est très dure, elle est très méchante. La vérité, la mère a dit, voilà, c'est moi qui l'avais forcé à se marier parce qu'il y a quand même une petite histoire de lien de famille ou proche, un truc comme ça. Il a accepté parce qu'il voulait pas, à l'époque, me faire ijrahni, c'est-à-dire me blesser s'il avait refusé mon choix. Donc, il s'était marié avec elle à contre-cœur. Même si je pouvais revenir des années en arrière, jamais je l'aurais prise. Elle est vraiment méchante. Elle fait la misère, que ce soit au père et aux enfants. Elle est vraiment très, très, très dure. Et donc, il a dit pour éviter de divorcer par rapport aux enfants, parce qu'il veut pas, ils étaient dans un âge où l'adolescence est un peu dure, où il y en a qui se moquent des divorces, les enfants qui sont pas finis, ou qui sont finis, vous savez quoi. Ils se moquent, ouais, les divorcés, nana. Donc, en gros, elle dit, aux yeux de la société, des gens, de la famille, des proches, ils sont mariés, mais il n'y a plus de vie maritale entre les deux. Et en mode, il a décidé, parce qu'il n'arrivait plus, en fait, qu'il a envie de se marier. Mais pour lui, dans sa tête, il a gardé la première que pour les enfants. Et là, il dit, sa mère, elle pose une autre question. Ok, si jamais à la fin ça se fait, que ton fils et ma fille se marient, et ma fille, elle va vivre où? Donc la mère, elle dit, mon fils, il a une énorme maison, où la première, elle est avec ses enfants, et il va lui réserver un étage à elle. Et là, la mère, elle a dit, mais alors là, jamais de la vie, vu comment vous m'avez dépeinte, si ma fille, elle rentre, c'est-à-dire, si ma fille, elle va habiter chez elle, on va ressortir ma fille entre quatre planches. Donc, jamais de la vie. Ça, c'est quelque chose sur quoi on va pas déroger. Donc, moi, si le mariage, il doit avoir lieu, ma fille, il faut qu'elle ait soit sa maison, soit son appartement, c'est-à-dire privé. Il faut pas qu'elle se rencontre avec l'autre. La mère, elle a dit ça, sur ça, je vais pas déroger. Donc, l'autre mère et l'autre famille, et la famille du gars, ils ont dit, c'est-à-dire, vous avez tout à fait le droit, on accepte et il va le faire. Je viens de la chercher du nouvelle. Maintenant est arrivé le moment où le futur mari et la future mariée se voient. C'est ça. Et c'est le regard. Donc là, elle dit, déjà, elle savait qu'elle avait plus physiquement et tout ça à la belle famille, à sa future belle-mère, à ses futures belles-sœurs et tout. Mais là, elle a dit, lui, il était pas prêt. Parce que, là, vous allez vous dire, mais comment ça, il la connaît? Non, dites-vous que d'elle, il connaît pas juste ses yeux et sa voix. Pourquoi? Parce que Amna est une femme qui porte le niqab. Donc, là, quand elle rentre, il est resté bouche bée, il était choqué, mais elle a vu que il a eu le coup de foudre. Déjà, il a eu le coup de foudre juste avec sa voix et ses yeux, et son comportement, comment il était et tout. Mais quand il l'a vu physiquement, il a dit dans sa tête, ça y est, c'est le gros lot de ma vie, ça. Directement, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit chacun les termes, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas. Et quand c'était bon pour l'un comme pour l'autre, ils ont commencé à parler des préparatifs du mariage. Ils ont commencé à préparer, donc ils ont fait d'abord mariage religieux, puis après mariage civil et tout. Mais ils ont fait le kitab. Ça y est, elle était mariée et tout ça, religieusement parlant et tout. Donc tout s'était bien passé, ils étaient contents. Et elle commençait à préparer pour son grand mariage qu'il allait faire comme ça dans moins d'un mois. Et lui cherchait l'appartement qu'il allait lui prendre pour commencer à le meubler, etc. Une semaine après leur mariage, chez sa grande sœur, dans la grande sœur de Amna, elle va recevoir une lettre. Et cette lettre, elle a été, ça se voit, déposée directement dans sa boîte aux lettres à la sœur. C'est pas le facteur et tout ça. On l'a mis. La grande sœur, elle ouvre le courrier, elle lit. Au début, elle est normale. Et après, elle va être choquée, elle va trembler, choquée. Elle va rester choquée devant la lettre qu'elle est en train de lire. Et il y avait explicitement écrit noir sur blanc, je jure par Allah
que je ne vais pas laisser un tel être heureuse dans son mariage, ni même dans sa vie. Elle dit, à la suite de cette menace explicite, il a commencé à avoir toute une flopée d'insultes. Qu'elle dit là directement, la grande sœur, elle est rentrée chez elle, elle a mis sa abaya en deux, elle a pris les clés de sa voiture. Elle rentre, elle tremble, elle dit regarde ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Elle a dit j'ai cru que c'était un courrier grave et tout. Bah oui, ça va être grave, mais je pensais que ça la concernait elle. Et quand je vais voir que ça me concerne moi, que ces menaces elles sont pour moi et que toutes ces insultes elles sont proférées pour nous, mais il y en a beaucoup plus pour moi, je vais être choquée. Là, ma mère elle demande à ma grande sœur c'est quoi. Elle dit ma grande sœur a pleuré, elle était en crise, en colère. Là, ma mère va apprendre, elle va lire et là elle va comprendre. Et là, elle dit ma grande sœur, elle dit ça se voit que c'est sa première femme, c'est obligé. Donc elle dit directement, ma mère elle a pris le téléphone et elle a appelé mon mari. Elle a commencé à lui dire voilà regarde ce que ma fille elle a trouvé dans sa boîte aux lettres et ça se voit que c'est ta femme. Bref, elle a dit ma mère était énervée. Elle a dit je sais pas, je regrette, je sais pas pourquoi j'ai accepté. Donc là lui il a commencé à paniquer. Et là, genre en gros m'attend, vous inquiétez pas, je vais régler ça. Quand ma mère elle a raccroché sur lui, il est parti chez la première. Il a dû avoir quelque chose. Elle a dit on m'a pas raconté, on m'a pas expliqué. Mais quelques heures après, ce qui s'est passé, c'est que ma belle-mère et mes belles-sœurs, ils ont appelé ma mère. Et là, la belle-mère, elle a dit, elle a calmé la mère, elle s'est excusée, elle a dit, bon, au moins, vous savez, on vous a pas menti. Elle est très, très méchante, très mauvaise, très peste, mais ça, c'est sûr que elle a dû être jalouse. Tout le monde a parlé de la beauté de Amna, donc ça a dû la piquer, ça a dû la ci, ça a dû la ça. Lui aussi, il est parti, apparemment, il l'a embrouillé. Il lui a dit, écoute, ne te passais pas pendant tant d'années, tu vas empoisonner ma vie, maintenant que t'as vu que j'étais dans le bonheur, tu vas m'empoisonner. Sache que si je te divorce pas, vraiment, c'est à cause des enfants. Sinon, je t'aurais divorcé depuis il y a bien longtemps. Il est venu, il a présenté ses excuses, il nous a tous ramené des bouquets de fleurs, il était vraiment gêné. Ensuite, ma mère, elle lui a dit, bon, écoute, c'est pas de ta faute, c'est bon, on va plier, oublier, patati, patata. Elle lui dit, vous inquiétez pas, je l'ai remise à sa place, et tout, et tout. Donc, à partir de là, est arrivé le mariage, donc tout s'est bien passé. Ensuite, ils ont pris 2 nuits dans un très bel hôtel là-bas, et de là-bas, quand je dis là-bas, ils sont encore au Koweït, et 2 jours après leur mariage, envolés pour un voyage de noces, et ils ont fait un tour d'Europe. Elle a dit c'était les plus beaux 15 jours qu'elle a vécu de toute sa vie. Après ces 15 jours de voyage de noces, ils sont de retour au Koweït. L'appartement qu'il a pris, dites-vous, il est pas très loin de sa maison principale. De chez lui à chez elle, donc de sa maison où il y a la première femme à chez elle, il y a 4-5 minutes à pied. Et lui, il voulait pas prendre trop loin pour les jours où il est chez elle par rapport aux enfants. Et aussi, il lui disait, je veux te savoir proche de moi, je veux pas te mettre Feymantaka, c'est-à-dire dans un secteur loin. Donc elle a dit, moi, c'est bon, de toute façon, je suis chez moi, tranquille, pépère. Elle dit un jour, elle était en train de prendre son petit déjeuner, en train de regarder la télé, elle travaillait plus, parce que elle dit financièrement parlant, son mari, il a dit c'est bon, genre en gros ta paye que tu touchais au taf, je vais te la donner, voire même te la triper, mais je veux que tu travailles pas. Donc elle avait laissé le travail, elle a dit j'étais à la maison, tranquille, je prends mon petit déjeuner, j'ai la télé, j'ai mon téléphone, et là, elle entend quelqu'un qui frappe. Donc elle dit, elle se lève et elle sait que c'est pas son mari, vu que son mari, il a les clés. Elle sait aussi que c'est pas quelqu'un de ses proches, ni de ses amis, ni de sa famille, parce qu'il la prévient avant de venir. Donc elle a dit, elle se lève, elle ouvre la porte et elle voit une femme debout, abaya noir, son niqab. Elle voyait pas son visage, elle savait pas c'était qui. Et elle a dit, subhanallah, première chose qui la frappe, c'est que même si cette femme porte le niqab, ses yeux sont apparents, mais vous ressentez à travers ses yeux c'est-à-dire le mauvais. Donc là, quand elle a ouvert, elle est restée comme ça. Elle a dit, j'ai pas osé bouger, je savais pas quoi faire. La dame, elle lui a dit avec une voix assez impressionnante, Assalam. Elle a dit, donc, elle va répondre Amna en bégayant, elle est comme salam. Elle a dit, je vais pas vous mentir. Elle m'a fait peur. Donc la dame, elle va lui dire, Akdar Adkhal, c'est-à-dire, est-ce que je peux rentrer? Donc elle dit, là j'ai bugué parce que même à travers la voix, elle n'avait pas reconnu ni posture ni rien. Donc elle dit, mais vous êtes qui? Je suis un tel, la première femme
de ton mari. J'ai eu peur. J'ai commencé à trembler de la tête aux pieds. Je me suis rappelé du courrier de menace et je me suis dit, ok, aujourd'hui, elle a décidé de venir me tabasser. Et moi, en plus, je sais pas me battre ni me défendre. Et comment elle était corpulente et tout ça, elle va me plier en deux, vite fait. Mais elle a dit, quand même, je me suis dit, mais attends, elle va pas venir jusqu'à là, c'est qu'il y a des voisins pour me faire du mal. Peut-être qu'elle est venue en gros, il faut que j'ai le beau soupçon, peut-être qu'elle veut essayer d'arranger les choses, que on reparte du bon pied, et de toute façon, moi je me mêle pas de sa vie, et elle se mêle pas de la mienne, on est chacun de notre côté. Peut-être qu'elle veut apaiser les tensions et qu'il y ait une entente. Donc elle a dit, je vais l'inviter à rentrer. Donc elle l'a fait rentrer, elle l'invite à s'installer au salon, elle lui dit, est-ce que vous voulez un café, un thé, ou vous voulez plutôt boire quelque chose de frais, un jus? Elle dit là, elle a levé comme ça son niqab, et elle regardait, et elle a fait, il t'a bien mis, hein? Il a tout bien fait, hein? Là, elle a dit, elle s'est tournée vers moi, et elle m'a dit comme ça, écoute, tu sais comment les gens t'appellent ici, dans notre quartier? Ils t'appellent tous, même s'ils te le diront jamais en face, la voleuse de mari. Et elle lui dit, c'est vrai, t'as volé mon mari. Il lui dit, premièrement, tout ce que t'as vu dans l'appartement, la déco et tout ça, c'est de moi, c'est de mon argent parce que je travaillais et tout ça, j'ai des économies de côté. Elle lui dit, deuxièmement, celui qui veut m'appeler voleuse de mari ou quelque chose, religieusement parlant, j'ai rien fait qui était blâmable. Troisièmement, ton mari, tu dis que je l'ai volé khatafta. Elle lui a dit, j'ai rien khataf du tout, c'est ton mari qui est resté à courir après moi. Et quand j'ai vu qu'il voulait du halal, c'est-à-dire qu'il voulait se marier en venant demander de ma main de manière officielle, qu'il n'était pas là pour me blaguer, qu'il voulait quelque chose droit dans la religion, elle a dit, j'ai accepté. Elle a dit, j'étais là, j'essaie de garder mon calme, de lui répondre intelligemment. Elle lui dit, à un moment donné, écoute, tu vas pas me faire mal à la tête. Ça, c'est la première, hein. Elle lui dit, je vais te laisser une chance. Elle lui dit, quelle chance? Elle lui dit, je vais te laisser la chance de, soit tu le divorces, ou soit wallah, wallah, par 3 fois, que tu vas regretter de m'avoir tenu tête. Amna, elle a dit, comment ça? Avec cette grimace, genre, comment ça, tu vas faire quoi même? Et là, elle lui a dit, écoute, comme t'as détruit mon foyer, je vais détruire le tien. Sauf qu'Amna lui a dit, mais toi, ton foyer, il était détruit depuis lors. On m'a tout raconté, on m'a tout dit. Donc, de quoi tu parles? J'ai rien détruit, moi. Bref, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Si tu divorces pas, rappelle-toi ces paroles, tu vas regretter. Je vais te faire payer. Je vais te faire pleurer. Jusqu'à tu vas vouloir même mourir. Jusqu'à même tu vas vouloir me supplier pour que j'arrête le mal que je vais te faire. Elle a remis son niqab, elle s'est levée, elle est partie, elle a claqué la porte. Elle dit donc là, Amna, je vais pas encore une fois mentir, j'ai eu peur, très très peur, surtout quand la porte elle a claqué, j'ai tremblé. Fallait entendre l'intonation de sa voix, voir son regard quand elle me menaçait, ça se voit que, bref, c'est une femme dangereuse. Donc elle dit tout de suite, je prends mon téléphone et j'appelle ma grande sœur, celle qui avait eu le courrier dans sa boîte aux lettres, et je commence à lui raconter ce qui venait de se passer. La grande sœur, elle était énervée, c'est bon, moi je vais trouver son adresse, je vais aller, je vais la démarrer. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Elle lui a dit d'abord, avant de m'appeler, est-ce que tu as appelé ton mari? Elle lui a dit non. Elle lui dit, tu penses que je l'appelle? J'ai peur que ça va amplifier ou créer des autres problèmes, et s'il va, il l'embrouille, elle va vraiment peut-être me faire du mal. Donc là, elle lui a dit, écoute, tout de suite, t'appelles ton mari, tu lui dis ce qui vient d'arriver. Et donc là, elle raccroche, et comme la veille, il faisait un jour chez la première, un autre jour chez Amna, c'était le jour de chez Amna. Donc elle a dit, je vais pas l'appeler pour pas le perturber au travail et tout. Comme il vient ce soir, je vais lui parler directement et lui raconter ce qui s'est passé. Donc elle a dit, elle a préparé un dîner et tout, voilà son mari qui arrive. Elle a dit quand même, moi, toute la journée, j'étais mal perturbée. J'ai cramé déjà le premier plat que je voulais faire tellement que j'étais ailleurs. Donc, j'ai refait un autre plat. Je voulais qu'il mange pour pas lui couper l'appétit. Et quand on est parti pour se poser devant le canapé pour regarder un film, je lui dis, attends, avant de mettre play, faut que je te dise quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle va lui raconter. Elle dit, là, le truc qui me choque, c'est que lui-même, il avait l'air genre en panique. Genre en mode, elle t'a vraiment dit ça? Elle est venue, elle a fait ça.
Elle lui a dit, bah oui, je lui ai tout confirmé. Il lui a dit, écoute, elle a trop la boca, elle parle pour rien, je la connais, elle va rien faire. Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'elle vient, tu lui ouvres pas la porte, je t'interdis de lui ouvrir la porte. Et t'inquiète pas, je vais la régler, je vais la remettre à sa place. Et donc, depuis ce jour-là, elle avait plus de son ni d'image de la première femme. Et elle s'est dit, il a dû lui passer un sacré savon, et c'est pour ça qu'elle a décidé, genre en mode, de plus venir la faire chier. Elle dit donc maintenant, on va passer 3-4 mois, et un jour, je vais m'apercevoir que, alhamdoulilah, je suis enceinte. Et elle dit, celle aussi qui va apprendre pour cette grossesse, ça va être la première femme. Et elle sait que son mari, il avait commencé à préparer la première femme en lui disant, écoute, dans quelques mois, Amna va accoucher, je serai au début avec elle parce que c'est la première fois, elle va devenir maman, etc., etc. Donc elle dit le lendemain, il y a un numéro rarib, c'est-à-dire un numéro inconnu qui l'appelle, mais elle a dit, je décroche quand même. Et dès le allô, elle reconnaissait qui? C'est la première femme. Et elle dit, moi, je n'osais pas parler ni respirer. Et elle lui a dit, écoute-moi bien, wallah al-adim, ma rah tathannin bitaflatch. Elle lui dit, je te promets, je te jure par Dieu, que tu ne vas pas profiter de cet enfant. Et c'est pas des paroles en l'air, que je te dis. Cet enfant, tu verras, il verra pas le jour, et elle raccroche. Et là, elle a dit, Amna, je lui ai dit, mais elle croit c'est Dieu, elle croit c'est qui? C'est vraiment une folle. Vas-y. Même si elle dit, bien sûr, ses paroles lui ont apporté la chair de poule, mais elle s'est dit comment elle va faire. Elle va venir, elle va lui prendre l'enfant dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lui a dit, vas-y, elle, c'est juste une folle. Sauf que là, Amna a dit, au bout de quelques jours, quand elle devait sortir de ses ailes pour faire ses suivis de grossesse, aller voir sa mère, aller en course, bref, juste sortir de ses ailes, elle trouvait souvent devant sa porte de l'eau déversée, des gouttelettes et tout, surtout quand elle nettoyait, elle dit comme ça avec le sopalin, et qu'elle se pensait, ça puait et tout, mais ce qu'elle regardait, c'était que sur sa porte à elle, il n'y avait pas sur la porte des voisins. Et c'est pas un truc de sac poubelle et tout ça, parce qu'aussi dans l'escalier, il n'y avait pas que devant sa porte à elle. Et le pire, c'est qu'elle rentre ou qu'elle sorte, elle va trouver cette eau-là aspergée. Et aussi, elle a commencé à trouver, hormis le liquide déversé devant ses ailes, elle ouvre la porte de la maison, elle voit des trucs qui tombent. Et quand elle prend, c'est des papiers. Et quand elle les ouvre, ces papiers, ils puent, il y a des choses écrites, mais elle sait pas c'est quoi. De jour en jour, elle trouve ça. Et donc, quand elle a commencé à comprendre un peu, à se dire, non, mais imagine ça, c'est de la sorcellerie et tout, elle touchait plus. Dès que ça tombait, elle voyait, en fait, elle soit prenait le balai, elle balayait ça jusqu'à le foutre dehors, soit elle donnait des coups de pied jusqu'à que ça sorte. Donc elle dit, un jour, elle est chez elle, on va frapper à la porte. Quand elle va aller regarder, c'est-à-dire quand elle va aller regarder par l'œilleton, elle va voir deux femmes. Une en niqab et l'autre sans. Sauf que celle qui était en niqab, elle a dit au début, je me suis dit, imagine c'est la première, sauf qu'elle a dit non, c'était pas la même corpulence. Elle dit donc à travers la porte, parce qu'elle voulait plus que ça lui fasse la mauvaise expérience comme elle avait eu avec la première. Comme elle les connaissait pas, elle a dit à travers la porte, mais non, vous êtes qui genre? Et là, les deux femmes, elles vont dire, salam alaikum, ya akhti, genre en gros, ils connaissaient déjà son prénom. On est des voisines du quartier, on habite dans l'immeuble d'à côté, et à chaque fois on te voit, t'as l'air sympathique et tout ça, et wallah, aujourd'hui on s'est dit on va aller faire connaissance avec toi, comme ça on t'intègre avec nous dans le quartier. Et donc là elle était contente, parce que c'est vrai qu'elle se retrouvait toujours toute seule, donc elle a dit elle leur a ouvert la porte, elle les a accueillis. Elle dit donc une semaine après ça, voilà ces deux mêmes femmes qui reviennent, et avec des bons petits mets, elle n'avait pas prévenu qu'elle allait venir, donc elle a dit bon maintenant que je les connaissais, qu'on avait sympathisé, je les ai refait rentrer chez moi. Ils ont ramené avec elle un thermo où il y avait le karak. Elle a dit, elle adore ça. Donc quand il lui proposait, elle a dit, elle faisait que de boire, sauf qu'elle avait remarqué qu'il y avait qu'elle qui buvait ça, les deux autres, elle n'aimait pas. Et quand elle leur a dit, mais vous buvez pas le karak, elles ont dit, non, nous, on préfère le thé. Mais la dernière fois qu'on parlait, on a vu que tu buvais plus le karak. Donc, comme je sais le faire, même si je n'aime pas, mais mon mari, il fait que des éloges sur mon karak, je voulais que tu goûtes. Seule, j'ai fini ce thermo. Et elle a dit aussi, j'ai mangé tout ce qu'elles avaient ramené, de salé, de sucré. Voilà, en plus, elle était enceinte. C'est arrivé à une période où elle voulait plus trop cuisiner. Donc là, elle m'a dit, on m'a ramené des mets, je pouvais pas résister. Ils ont fait cette petite après-midi-là, tout s'est bien passé. Et ils m'ont dit, Inch'Allah, la prochaine encore, on va venir, patati, patata. Et elle dit, c'était la dernière fois qu'elle a vu
c'est deux femmes. Même les deux numéros de téléphone qu'elle lui avait donnés, vu qu'elle a vu qu'ils revenaient plus, elle a essayé de les joindre. C'est des numéros qui n'existaient même pas. Et peu de temps après ça, elle avait commencé à faire de violents cauchemars. Et dans ces cauchemars qu'elle faisait, elle voyait un homme extrêmement effrayant venir la voir. Et elle dit c'était surtout les soirs où son mari ne dormait pas chez elle. Elle avait ces violents cauchemars et que cette chose voulait s'approcher à elle. Vous savez de quelle manière, genre. Et donc elle a dit elle se battait avec lui dans le cauchemar, mais quand elle se levait, les endroits où la chose l'avait touchée et tout, elle avait mal. Et elle se levait en nage et elle était pas bien. Et elle entendait des bruits dans sa maison. Et elle voyait des ombres passer comme ça. Donc elle a dit, elle savait pas si c'était juste de l'illusion ou de la réalité. Le cauchemar, il devenait tellement récurrent qu'elle a décidé d'appeler les mufassir al-ahlam, c'est-à-dire ceux qui interprètent les rêves. Et elle a dit, chacun me donnait des versions, il y avait personne qui me disait genre c'était quoi. Mais elle savait, elle, vu l'intensité de comment ça lui faisait peur, que c'était quelque chose de très grave. Donc à partir de là, elle a commencé à entendre des voix quand elle est éveillée chez elle. Des voix, des bruits, des choses effrayantes. Et elle dit, un soir, elle se rappellera toujours qu'elle avait failli mourir ce jour-là, parce qu'en pleine nuit, elle a entendu la voix de sa grand-mère l'appeler, sauf que sa grand-mère, ça faisait des années, mes capuchino capuchinettes, qu'elle était décédée. Imaginez, la voix là qui a pris la voix de sa grand-mère était en train de l'appeler de la cuisine, comme sa grand-mère avait l'habitude de le faire quand elle allait amener la visiter chez elle. Un soir, il va se passer qu'elle regarde la télé et elle va entendre de nouveau la voix de sa grand-mère qui l'appelle. Elle dit donc là, elle s'est levée et elle est partie du côté de la cuisine parce que ça l'appelait de là-bas. Et elle a dit, elle avançait. Et plus elle avançait, elle se sentait oppressée, son cœur y battait. Elle a dit donc là, elle arrive et elle se met comme ça pour regarder dans la cuisine. Elle dit, Wallah, j'ai vu ma grand-mère qui est morte et quand elle m'a vu, elle m'a souri et elle me faisait comme ça. T'es acharné, genre, approche. Elle a dit là, elle a hurlé, elle a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle a couru, elle a dit pour prendre son téléphone et appeler un de ses grands frères. En pleurs, heureusement elle a dit, il a décroché vite. Ça va, il a dit, il allait rigoler avec elle. Il a vu, entendu qu'elle pleurait, qu'elle le suppliait de venir. Elle a dit ce jour-là, comme par hasard, quand les trucs graves comme ça arrivait, son mari il était pas là. Elle dit donc là, son frère il est venu, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Donc elle a dit, elle lui a expliqué, peut-être t'es arrivé parce que toi t'étais proche de la grand-mère, que t'as eu l'impression de l'entendre et de la voir. Donc elle a dit, moi j'avais tellement peur parce que je sais que ce que j'ai entendu, mais surtout ce que j'ai vu. Elle lui a dit, écoute, tu vas me déposer chez maman. Elle a dit, elle a pris son téléphone, elle a envoyé un message chez son mari. Écoute, je suis partie dormir chez ma mère. Je reste pas dans cet appart. Elle dit donc là, son mari, le lendemain, il lui a envoyé un message. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais non, mais toi, tu m'as toujours parlé de ta grand-mère. C'est juste le manque et tout. Elle a dit, comme son mari, il lui a dit ça et son frère, il lui avait dit ça. Elle a commencé à se dire, ouais, peut-être, ils ont pas tort. Elle a dit, elle est retournée. Son mari est venu la chercher. Ils ont fait un tour de l'appartement. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais rester quelques jours avec toi. Ça va aller. Là, elle était arrivée au milieu, je crois, de son 5e mois. Et elle va avoir des douleurs atroces. Ils vont partir aux urgences à l'hôpital. Quand ils arrivent, elle fait grosse hémorragie. Et là, elle perd son bébé. Sa sage-femme, les médecins qui étaient là et tout le monde était choqué parce que tout était bien, quoi. Que ce soit à son niveau à elle ou au niveau de l'enfant. Elle dit donc là, elle est tombée en dépression grave. Elle dit là, moi je suis pas bien, je sais pas si je vais me remettre de ça. Elle dit un jour, elle était comme ça, c'était des jours où elle dormait plus, elle faisait que de pleurer. Elle a dit même j'entendais des choses chez moi, j'avais l'impression de voir des choses chez moi, je calculais même plus tellement que j'étais choquée d'avoir perdu mon enfant. Elle dit un jour, elle est chez elle, son téléphone il sonne, elle regarde, elle avait enregistré, c'était le numéro de la première. Elle décroche, elle a dit qu'elle était devenue un peu plus humaine, qu'elle va lui dire bon, quand même juste Allah yarham par son âme, même si je t'aime pas, voilà quoi. Elle a dit là, j'ai à peine dit allô. Et je l'ai entendu, elle rigoler, un rire. Elle a dit, grave, de connasse, quoi. Et elle lui a dit, moi, je t'avais bien dit que j'allais me venger de toi, que j'allais pas te laisser t'anner, que j'allais pas te laisser profiter de la vie, que j'allais pas te laisser être heureuse. Elle a dit, elle n'oubliera jamais l'intonation de sa voix, ni son rire. Elle a dit, j'ai tout remis les puzzles dans ma tête.
tout ce qui s'était passé ces derniers mois et je me suis dit c'est grave possible que, oui, si elle l'a dit qu'elle allait me le faire, elle l'a pas envoyé avec quelqu'un, ou c'est pas quelqu'un qui m'a rapporté, c'est elle-même de sa bouche qui m'a menacé. Donc, elle a dit, c'est vrai, c'est bon, elle m'a fait ça. Elle assumait en plus. Donc, elle a dit, j'ai commencé à l'insulter, à la menacer et tout. Elle lui a dit, hey, attention, t'as vu de quoi je suis capable? Elle me dit, tu vois, l'âne qui est chez toi, en parlant de leur mari. Tu vas même pas comprendre comment du jour au lendemain il va te détester, comment ça tu vas voir. Donc là, ce jour-là, j'attendais juste que mon mari rentre pour lui dire, voilà ce que ta femme elle a fait, voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a assumé et tout ça. Sauf qu'elle a dit, mon mari, quand je lui ai dit ça, il a rigolé. Il a dit, mais non, elle te fait croire, c'est juste pour rentrer dans ta tête. Pas que tu rentres dans ce délire-là, patati, patata. Sauf qu'elle a dit, maintenant, ça, c'était plus un délire. Malheureusement, c'était devenu ma réalité. Et quand elle lui disait, il faut que tu trouves quelqu'un qui vient lire à la maison, ou que tu me ramènes chez quelqu'un qui lit sur moi, il lui disait, t'as rien du tout. Et elle dit, petit à petit, il commençait à devenir méchant avec elle, dur, condescendant, irritable. Et elle a dit, elle voyait le changement, sauf qu'elle a dit, moi je savais très bien qu'il n'a pas changé comme ça de lui-même. Parce qu'il est doux comme un agneau, son mari. Et elle savait que l'autre, elle était en train de travailler ou qu'elle l'avait travaillé. Et donc, quand j'ai bien compris ça, elle a dit, j'ai encore plus détesté la première femme. J'ai commencé vraiment à la haïr et à faire naître en moi une haine, une rage, comme j'ai jamais eu envers personne. J'ai dit, la nuit, je rêvais de mon enfant parce que je l'ai vu avant qu'on l'enterre. L'homme que j'aimais, qui m'a aimé comme personne ne m'a aimé, maintenant me supportait plus, me détestait, me faisait du mal, même si c'était pas volontaire de sa part, ça me faisait quand même du mal. Donc elle dit, là, moi, j'en pouvais plus, surtout que je savais qui était derrière ça. Donc elle dit, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'un jour, moi, Amna, va décider de me venger. Et la seule chose que j'espère, c'est que Dieu me pardonne ce que je vais vous raconter. Parce que je vais tout simplement décider de me venger par les mêmes armes contre celle qui a détruit ma vie, à savoir par la sorcellerie. Moi qui n'y croyais pas et qui n'y connaissais rien, je vais entrer à mon tour dans ce monde pour me venger. Donc là, je sais, vous êtes choqués, mais écoutez la suite. Elle dit, à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches sur comment faire de la sorcellerie. Fallait que je fasse quoi? Il fallait que je contacte qui? Je connaissais rien, donc je commençais à faire des recherches. J'ai dit, mais attends, si je veux que quelqu'un me fasse, la personne qui fait, ces personnes qui font, c'est soit un sorcier ou une sorcière. Donc là, elle a dit, j'ai commencé à faire des recherches de ces personnes-là. J'étais à fond, j'étais décidée, il n'y avait plus rien qui pouvait me faire changer d'avis, j'étais aveuglée, je voulais me venger jusqu'à, j'ai dit même, pour lui faire ressentir le mal qu'elle m'a fait ressentir, je ne veux pas l'attaquer elle directement, je vais attaquer ses gosses ou un de ses gosses pour qu'elle ressente la douleur au tripes et au cœur qu'elle m'a fait, je vais lui faire goûter la même, voire pire. Et le plus clair de mon temps, dès que mes yeux s'ouvraient jusqu'à ce que le soir il se ferme pour que je dorme, je ne faisais que de penser à ça, à me venger de cette manière. Et donc pendant un long moment, j'ai trouvé des contacts de personnes qui font du genre de la sorcellerie et tout. Je les contactais, mais à chaque fois, ils me prenaient mon argent, ils faisaient pas, ou c'était des imposteurs, des escrocs. Mais elle a dit, ça me décourageait pas, ou ça me faisait pas un déclic de me repentir, de pas continuer sur ce chemin. Non, j'étais déterminée. Donc, elle dit jusqu'au jour où qu'il y a une copine à elle très intime qui savait par quoi elle passait, que ça n'allait plus avec son mari. Elle a dit donc je nous ai préparé de quoi grignoter, de quoi truquer. Elle est arrivée, ça va, ouais, non, ça, tu me dis que ça va, mais regarde comment t'as maigri, t'es toute cernée, t'es toute pâle, tu te laisses aller, moi, regarde comment t'es en pyjama, t'es en déprime, les rideaux ils sont tirés, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle dit, comme c'était ma meilleure amie, je pouvais tout lui dire. Elle a dit, donc là, j'ai repris tout le fil de l'histoire. Voilà qu'est-ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Le pire, c'est qu'elle assume. Le pire, c'est qu'elle me l'a dit de sa propre bouche. Je pensais juste que c'était des paroles en l'air. Je pensais que c'était pour m'intimider, me faire peur. Mais ce qu'elle a dit qu'elle allait me faire, elle l'a assumé. Et quand c'est arrivé, elle m'a appelé, elle avait un rire. Il est encore dans mes oreilles.
quelque chose d'horrible. Bref, elle était contente. Je pensais qu'elle m'appelait. Moi, j'avais décroché. Je pensais qu'elle m'appelait pour me présenter les condoléances. Elle m'a appelé pour cracher sur mon enfant, pour danser sur sa tombe. Bref. Donc là, sa meilleure amie, elle écoute, elle est enragée. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, moi, j'ai décidé, je vais me venger. Et c'est ça qui m'empêche de dormir parce que je cherche quelqu'un qui va lui rendre la monnaie de sa pièce. Je vais lui faire goûter à la sorcellerie, elle aussi. Ah, sa copine, elle va lui dire, arrête de pleurer, let's go. Ton sujet, il est chez moi, ton dossier, là, ton dos, c'est bon, je vais t'aider. Ou pour elle, il est chez moi. Et son traitement, pour elle, il est chez moi. Je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Donc là, elle a dit, elle était choquée. Elle savait pas que sa copine, elle connaissait les trucs comme ça. Elle lui dit, moi, clairement, je veux soit un homme, soit une femme, qui lui fasse goûter ce qu'elle m'a fait goûter, qui lui fasse de la sorcellerie, mais quelque chose qui marche. Parce que depuis là, je suis en train de vider mon argent. Perdre mon argent, c'est que des imposteurs. Elle dit, t'inquiète pas, je te le promets, tu verras. Elle dit, 2 jours après, elle appelle. Elle lui dit, écoute, je vais t'envoyer un numéro. C'est le numéro d'un sorcier. Appelle-le. Tu vas voir. Elle a dit donc, elle a appelé le mec. Ok. Et tout. Elle a dit savoir, hein, qu'à travers le téléphone, elle faisait peur. Juste à l'intonation de sa voix, tu savais qu'il a ni peur de Dieu et qu'il a aucune limite et qu'il avait l'air d'être fort dans son domaine. Donc, elle a dit, j'ai continué à parler avec lui. Il m'a dit, ouais, et c'est quoi le motlo? Genre, en gros, qu'est-ce que t'attends de moi? Et là, elle me dit, en grosso modo, je lui ai raconté le topo, et bref, je veux me venger de elle, en lui faisant de la sorcellerie à elle et à ses enfants. Ok, je peux le faire, mais ça va te demander de l'argent. Elle a dit, ça, c'est pas un problème. Et au bout d'un moment, il va lui dire, écoute, pour le reste, je parle pas au téléphone, il faut que tu viennes directement chez moi. Donc là, il va lui envoyer son adresse, elle va y aller. Donc quand elle est arrivée, c'est un très ancien immeuble. Elle a frappé à la porte de l'appartement qu'elle avait indiqué. Elle a dit, une femme, elle est venue l'ouvrir. Elle a dit, déjà, la femme, tu la vois. Tu veux même pas rentrer dans l'appartement tellement qu'elle fait flipper son visage. Jusqu'à aujourd'hui, elle se demande si elle est humaine ou si c'était une femme de l'autre monde tellement qu'elle faisait flipper. Mais elle dit, j'étais tellement dans ma vengeance que je suis rentrée. Elle dit, l'appartement, je vais pas mentir, il était propre, voilà. Mais il y avait une odeur gênante. Et quand arrivé à la pièce où le sorcier, en fait, il recevait ses clients, elle a dit, il y a aucune fenêtre, ça fait grave flipper. Lui-même, il fait flipper. Elle dit, l'odeur, elle est pire dans sa pièce. Elle dit, tu sens un poids, une lourdeur, tu sens que même si tu vois toi, qu'il y a que toi et le sorcier, tu sais qu'autour, il y a des choses tellement que l'atmosphère, elle est oppressante. Donc, il l'a accueilli, assis-toi et tout ça. Il lui a dit, déjà, rappelle-moi, c'est quoi ton affaire? Donc, elle va lui raconter. Et là, à un moment donné, il va l'arrêter. Elle dit, elle se rappelle, il a commencé à dire des temtemat, c'est-à-dire... Et après, elle a relevé la tête, il a rigolé. Elle a dit, il avait ni stylo, ni papier, ni téléphone, ni ordinateur, ni table, ni well. Il a regardé comme ça. Et t'as dit, ouais, c'est bien elle. Il a sorti, bim, son prénom, son que elle ne l'ait donné. Voilà. Qui te l'a fait. En plus, elle t'a fait un suhour que t'as bu. Et donc, elle a été choquée. Comment ça, un suhour que j'ai bu? Alors que moi, je suis jamais partie chez elle et que j'ai jamais rien bu d'elle, ni mangé d'elle. Donc, comment elle a pu me faire boire quelque chose? Et là, il a rigolé, le sorcier. Et là, elle a dit, je me rappellerai que j'allais faire sur moi. Il lui a dit, non, c'est pas elle, directement. C'est 2 femmes. Une a été comme ça et l'autre a été comme ça. Une elle porte le voile, l'autre elle porte pas le voile. Qui sont venus, qui t'ont fait boire la sorcellerie. Et donc elle a paniqué parce que elle m'a même pas parlé de ce détail-là parce qu'elle savait même pas que c'était lié. Elle se demandait comment il savait. Sauf qu'elle s'est dit bah oui mais lui il travaille avec des genoux, donc c'est des choses qu'ils l'ont dit. Donc là elle a dit quand même pour rester lucide et rationnelle. Je lui ai dit non c'est des femmes de mon quartier, peut-être c'est tes copines à elle qui la connaissent et tout ça. Et elle a rigolé, elle a dit j'ai pas envie de te faire peur. Donc elle a compris que c'était même pas des femmes humaines qui étaient venues chez elle. Et là, il va lui expliquer, il lui dit genre, n'aie pas peur. La personne qui doit travailler la sorcellerie, elle a envoyé ces choses qui ont pris ma forme humaine et qui sont venues avec les choses, quoi. Donc elle a dit là, elle allait mourir. Et il lui dit, elle portait, même s'il y en avait une qui avait pas le voile et l'autre qui avait le niqab, est-ce qu'elles ont enlevé la abaya quand elles venaient chez toi? Elle avait dit non, elle s'est rappelé qu'ils ont jamais enlevé leur abaya. Ok. Ou est-ce que tu as déjà vu leurs pieds? Est-ce qu'elles ont enlevé leurs chaussures? Et elle s'est rappelée
qu'elle a jamais vu leurs pieds et qu'elle a jamais eu leurs choses. Donc là, elle était en panique. Bref, il lui a dit, oublie, n'aie pas peur, ça y est, c'est fait. Elle a dit, elle était encore plus en colère et choquée. Elle lui a dit, écoute, je veux que tu lui fasses pire que ce qu'elle m'a fait vivre alors. Je veux que tu la rates pas. Il lui dit, t'inquiète pas, tu vas voir ce que je vais lui faire. Je vais lui faire du sale. Tu veux du sale? Elle lui a dit, ouais, je veux que tu lui fasses du sale. Il lui a dit, je vais lui faire du sale. Par contre, tu me envoies l'argent et dès que j'ai l'argent, je le réceptionne. Tu me donnes à partir du moment où je vais réceptionner l'argent, 1 semaine. C'est pas du tout une petite somme, c'est une somme à 5-6 jours, dites-vous. Elle dit de là, 1 semaine après, il lui envoie un message. Il faut que tu viennes récupérer le truc. Il lui a donné une bouteille, petite genre comme ça, quoi. Et elle a dit, sauf qu'elle était transparente. Et elle a dit à l'intérieur, le liquide, il était noir. Et il lui a dit, il faut que tu ailles le rush, c'est-à-dire tu ailles le verser comme ça devant la porte de la première. Et tu jettes aussi comme ça sur leur porte, sur les murs de leur maison et tout ça. Et quand il lui a expliqué ça, il lui a dit aussi, ce serait bien, est-ce que si tu pouvais me ramener quelque chose à elle, genre un débardeur ou bien ces trucs intimes et tout pour que je travaille dessus. Et là, elle lui a dit, ça c'est mort, c'est impossible, vu que moi je rentre pas chez eux. Donc là, il va réfléchir, après il va lui dire, ramène-moi un truc de ton mari, un truc de ton mari. Donc là, elle va lui dire, ok. Elle a ramassé des cheveux de son mari, des ongles, elle a pris des sous-vêtements à lui. Et elle a dit, au bout d'1 semaine, elle ramène ça au sorcier, mais elle n'avait pas encore été versé ça, ce qu'il lui avait donné, parce qu'elle avait peur. Que le sorcier, il va lui dire, il faut pas que ça reste chez toi, sinon ça va te faire du mal à toi. Donc elle a dit, elle a eu peur. Et ce soir-là, quand elle était revenue de lui ramener les choses de son mari et tout, elle est partie, elle avait peur, elle a laissé vraiment le soir tard et elle a fait le truc de la bouteille. Et elle dit là, seulement quelques jours après que j'ai fait ça, je vais apprendre qu'une de leurs filles, qui est âgée de 16 ans, elle va tomber gravement malade. Mais pas très longtemps après ça, elle va aussi apprendre que la mère commençait à tomber à son tour gravement malade. Je savais que tout ce qui était en train de leur arriver, c'était à cause de la sorcellerie que je leur avais fait subir parce que je voulais aveuglément me venger. Elle a dit, là, je pensais plus du tout religieusement, ni que Dieu allait se venger pour moi. Elle a dit, je voulais me venger de mes propres mains, alors que la plus belle des vengeances, c'est quand c'est celle qui vient des mains de Dieu. Elle dit, celle qui a le plus pâti, c'est leur fille de 16 ans. Elle arrivait carrément à la limite de passer et partir à l'autre monde. Mais elle dit, quand j'apprenais qu'elle allait de plus en plus mal et que la mère, malgré qu'elle aussi elle était touchée, elle était malade, mais elle savait pas ce qu'elle avait, elle pleurait pour sa fille, j'étais contente parce que elle ressentait ce que moi elle m'a fait ressentir, ce qu'elle m'avait, moi carrément elle m'a tué l'enfant. Et elle dit concernant mon mari, alors lui, il est vivant sans être vivant. C'est devenu un mort vivant, tout simplement parce que moi j'ai travaillé sur lui et elle avait la première travaillé sur lui, donc en fait il était devenu comme un fou. Elle dit, moi j'étais contente, j'étais dans mon coin et d'apprendre qu'ils allaient mal, ça m'apaisait. Elle dit jusqu'à un jour, il y a une de mes amies, pas celle qui m'a conseillé le sorcier qui me l'a trouvé et tout, elle m'a appelé, elle a dit qu'elle faisait une après-midi chez elle. Elle a dit donc elle est partie et tout. Et cette copine, elle est religieuse, très pieuse. Et elle a fait ramener une dame qui était très calée religieusement parlant, pour leur faire des rappels, etc. Et cette dame a parlé avec amour, tendresse, et ils ont commencé à aborder plusieurs sujets, et eux, ils écoutaient, jusqu'à que la dame avait arrivé à parler, vous savez, maintenant on a une époque où les gens, ils vont chez les sorciers, il y en a, ils se cachent même plus, ils font ci, ils font ça, et j'ai plus à parler, plus je me sentais visée, plus je me sentais mal. Elle a dit, elle a commencé à parler de ça à mort. Elle a dit jusqu'à que petit à petit, j'ai commencé à ouvrir les yeux et que petit à petit, j'ai commencé à regretter, m'être laissé glisser sur cette pente-là. Elle dit, c'est à ce moment-là, c'est comme si que le voile de haine, de rage, de vengeance, de tout ce que vous voulez de mauvais qui était devant ses yeux, il s'est enlevé. Et c'est là que elle a pris conscience de la gravité de la dinguerie qu'elle avait commise. Elle dit donc là, dans sa tête, elle avait pris une décision qu'elle va réparer ce qu'elle a fait.
Sauf qu'elle dit, elle a entendu une fois qu'il disait, non, c'est bien ce que t'as fait, tu t'es vengé, t'as tué ton enfant. Elle dit, je disais qu'elle a dit, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Elle a dit, donc elle est rentrée chez elle, et elle a dit que de prier, et d'invoquer Dieu, de la pardonner, qu'elle allait réparer son erreur. Elle a dit, elle a prié comme jamais elle avait prié. Dit donc, le soir même, je prends mon téléphone, et je passe le numéro du sorcier. Il décroche, ça va, nanana, elle lui dit, écoute, pitié, s'il te plaît, je t'appelle, c'est pour enlever la sorcellerie que j'ai fait à ma coépouse, à mon mari, à leurs enfants. Je veux que tu les fuck, c'est-à-dire que tu les délivres. Qu'elle a dit, pour faire, c'est grave facile, mais pour enlever, c'est une merde pas possible. Donc là, il a rigolé, il lui a dit, mais tu crois c'est comme ça? Il lui a dit, c'est pas comme ça. Il lui a dit, à un moment donné, comme je t'aime bien, je t'apprécie, t'es honnête, t'es gentil, nanana, tu m'as pas fait galérer pour ma thune et tout. Je peux peut-être te trouver une solution, mais c'est une demande spéciale. Donc là, elle a dit, Amna, elle a commencé à dire, comment ça, demande spéciale? Et là, j'espère, mes capucinettes, que vous êtes bien assis. Parce que je crois que dans aucune histoire de sorcellerie, celle-là nous l'a fait, je pense. Il lui a dit, écoute, si tu veux, je peux, mais en contrepartie de ça, il va falloir que, et je vais le dire, tu couches avec moi, que on ait une relation intime. Donc elle dit, là j'ai eu des frissons, du dégoût, de la peur. Et elle a dit, là je lui ai dit directement jamais. Donc elle lui a dit, écoute, je suis prête à tout faire. Il a dit tout sauf ça. Quand même, il a insisté et tout, mais quand il a vu que c'était mort de chez mort, qu'elle n'allait pas changer d'avis, il a dit ok. Il a dit juste donne-moi quelques jours et je te dirai ce qu'il en est. Le temps que je trouve vraiment comment faire. Dès qu'elle avait pris la décision de faire ça, d'ouvrir la sorcellerie, les cauchemars horribles qu'elle a commencé à faire, les choses qu'elle a commencé à voir chez elle, les bruits qu'elle a commencé à avoir, elle a dit ça avait rien à voir avec le level de sorcellerie que l'autre elle avait fait. Donc elle savait pas si c'était des impacts de l'autre ou peut-être le sorcier l'a travaillé parce qu'il avait la rage qu'elle a pas accepté. Et là elle a dit un jour, dinguerie le soir, elle va voir carrément un djinn, un vrai genou de shaitan dans sa maison, dites-vous, qui va venir et qui va lui dire, je crois que la sorcellerie, ça va s'ouvrir comme ça. Donc elle a dit, elle peut même pas le décrire, tellement qu'il était effrayant. Elle a dit, elle a crié certes, mais elle est restée courageuse. Elle a pris le Coran, elle a commencé à lire. Elle a dit, ça faisait des bruits chez elle, les portes qui claquent, les lumières qui s'éteignaient, qui s'allumaient. Elle dit donc 4 jours ou 5 jours après qu'elle ait demandé au sorcier de trouver une solution pour ouvrir la sorcellerie, il lui a envoyé un message appel, elle l'a rappelé, il lui a dit écoute c'est bon j'ai trouvé une solution pour ouvrir la sorcellerie que t'as fait aux autres là. Donc il lui a dit par contre c'est pas gratuit, je te préviens d'avance, le prix c'est tant. Elle a dit le prix c'était pire que le prix qu'elle avait payé pour faire ça. Elle a dit c'était tellement cher qu'elle a été obligée de vendre son or. Tout ce qu'elle avait en or, elle a vendu pour amasser la somme. Elle a dit, elle est partie après, elle a pris l'argent, elle est partie chez le sorcier. Quand elle est arrivée, elle a pris l'argent. Elle lui a dit, tu veux pas compter? Elle a dit, non, c'est bon, je sais qu'il y a tout. Il lui a donné une petite fiole comme ça, elle a dit. C'était de la poudre à l'intérieur, blanche un peu. Elle sait pas c'est quoi comme matière ou bien ce que c'est, ni le nom ni rien. Il savait pas d'odeur, elle sait pas c'est quoi. Il lui a dit tu prends ça, tu mets devant la porte de leur maison et ils vont redevenir comme si ils avaient jamais rien eu. Elle dit tu jettes ça pendant tant de jours et tu vas voir. Et elle a dit donc tous les jours vers des 2h, 2h30 et du matin pour être sûre qu'il y a vraiment personne. Elle a été avec son niqab caché et tout et elle allait jeter cette poudre là et tout ça avec un truc qu'il lui avait dit de répéter. Et là, elle dit une semaine après ça, elle va entendre une nouvelle qui va un peu la rassurer et lui faire plaisir. C'est que elle va entendre que la petite de 16 ans qui était gravement malade sur le point de mourir à l'hôpital, qu'elle meurt, ça y est, qu'elle rende l'âme. Une amélioration que même les médecins ils étaient choqués, qu'ils comprenaient rien parce que tout le monde, je vous ai dit encore une fois, s'attendait à ce qu'elle meure. Elle va entendre des khabar nouvelles que elle va mieux. Et qu'aussi la mère se remettait. Elle dit là, j'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé de prendre un billet, un vol pour aller faire une umrah, pour aller faire un petit pèlerinage dans l'espoir que Dieu me pardonne
ce que j'avais fait. Donc elle a dit, j'ai appelé un de mes frères et je lui ai demandé de m'accompagner parce que ça n'allait toujours pas entre mon mari et moi. Parce que la sorcellerie de la femme, la première, elle était toujours active sur le mari. Donc le frère, il a accepté, son grand frère. Et sa grande sœur aussi, elle a dit, je vais partir avec vous, je vais venir avec vous. Elle a dit, elle avait dit quand même à son mari, voilà, je vais voyager et tout, mais elle a dit, il s'en fichait en fait. Donc elle a dit, elle est partie à un moment où il y avait pas beaucoup de pèlerins. Donc elle a dit, j'ai accédé à la pierre noire, à la Kaaba, et elle s'était mise comme ça, et elle a dit, je suis restée à pleurer, à demander pardon pour ce que j'avais fait. Donc elle a dit, je faisais que de demander à Dieu de me pardonner. C'est que j'ai fait parmi des pires péchés, mais pardonne-moi, parce que genre en gros tu sais ce qu'elle m'a fait traverser, ou me dit c'était vraiment d'être mère, elle m'a arraché de mes entrailles le bonheur, patati patata. Je sais que j'aurais dû te laisser toi juger, me venger, mais j'ai été faible et tout et tout. Elle a dit, elle a pleuré, jusqu'à en fait son grand frère et sa grande sœur, ils comprenaient pas, ils entendaient pas qu'est-ce qu'elle disait parce que quand même il y avait un peu de monde, mais ils savaient, elle a dit Amna qu'elle souffrait, ils avaient trop mal au cœur. Et elle a dit quand elle lui demandait qu'est-ce qu'il y a, elle a dit elle a jamais pu assumer ni dire, jamais. Elle a dit non, il y a rien et tout. Elle leur disait juste je suis là pour me retrouver et pour essayer de sauver mon couple, parce qu'il savait qu'entre son mari et elle c'était chaud, mais il savait pas pourquoi tout ça là. Elle dit donc là ils sont rentrés, ils sont partis que 3-4 jours je crois. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, elle a dit elle se sentait mal quand même et tout, elle avait trop de culpabilité. Et elle a dit ça y est, je voulais vraiment tourner une page sur ça, et pour vraiment tourner une page définitive, il fallait que je demande le divorce à mon mari. Et donc un jour je l'ai appelé, je lui ai dit s'il te plaît passe et tout, il est venu, il a dit énervé comme ça, nanana. Elle a dit de toute façon tout ce qui est entre nous c'était mort, il n'y avait plus rien à sauver, surtout avec ce que j'avais fait. Elle a dit j'aurais jamais pu rester avec lui, malgré même si j'ai enlevé ce que j'ai fait, parce que j'aurais toujours le remords et la culpabilité. Elle a dit en tout cas ce que la femme elle lui a fait, la première à lui c'est bien actif, il la regardait même pas quand elle parlait. Et elle lui a dit, écoute, je veux divorcer et tout. Il lui a dit, bah, c'est très bien, c'est la meilleure décision que t'as prise, écoutez, que t'as prise. Et en plus, de toute façon, j'ai plus rien côté sentiment pour toi. Et quand je te vois, là, je te vois avec un visage qui fait flipper. Et elle dit, elle comprenait, elle savait qu'en fait, elle a fait une sorcellerie pour qu'en sorte, il soit comme dégoûté d'elle, quoi. Donc, elle a dit, ça tombait bien. Et ça y est, je me suis débarrassée de ce mariage. Et donc, elle dit, là, je suis revenue chez mes parents de nouveau. Bah, c'était mon deuxième divorce. Elle a dit bien sûr les gens ils ont parlé, il y en a qui se sont moqués, il y en a qui ont été tristes et tout, mais elle a dit je m'en fous parce qu'avec ce que j'ai traversé, elle a dit ce divorce était petit et c'était rien à côté de tout ce que j'ai vécu. Et donc j'essaie de reprendre une vie, mais je vis toujours avec ce poids sur moi, de la culpabilité que je me suis laissée avoir par ça. Elle dit elle a plus aucune nouvelle de son ex-mari, du deuxième là, ni de ses enfants, ni de la première femme, que une fois elle a eu un écho qu'elle disait aux gens qu'elle était contente qu'elle avait récupéré son mari et tout ça. Bref, elle a dit en gros malgré que je me suis éloignée d'eux et que j'ai plus aucune nouvelle, ils vivent toujours dans ma tête à travers moi avec le regret de la chose que j'ai faite. Donc mes cappuccinettes, c'était l'histoire de sorcellerie que je voulais raconter, l'histoire de Amna qui s'est laissée emporter dans cette vengeance aveugle qui l'a fait entrer dans le monde de la sorcellerie. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, j'espère que vous avez frissonné et kiffé de cette histoire. Je sais que vous n'étiez pas prêts à tous les rebondissements de celle-ci, mais c'est une dinguerie. Le moment, je pense, moi, qui me fait le plus flipper, c'est de savoir que les deux dames qui étaient chez elle n'étaient pas des dames humaines, imaginez. Traumatisme. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. Je vous invite à écrire en commentaire comme on a augmenté, masha'Allah, alhamdoulilah, à 150 000 abonnés, et bien d'où vous me regardez, de quelle ville, pays et région. Voilà, j'aime trop savoir. C'est une de mes plus grandes passions et questions que j'aime trop vous poser. Donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo si c'est pas toujours fait, de vous abonner
à la chaîne, de partager cette histoire et de commenter bien sûr sans spoil. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram. Je suis en train en ce moment d'être vraiment active dessus. TikTok aussi, je reprends tout doucement aussi dessus. Et sur Snap aussi, je fais beaucoup maintenant de stories. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Ciao!